Je m'appelle Abdelghani Hadès, je suis anesthésiste à l'Institut Mutualiste Montsouris dans le Paris 14e. Je tenais, avant de débuter, à remercier Franck Eouman de m'avoir convié, de m'avoir fait confiance, ainsi que tout le comité d'organisation. Donc on m'a chargé de parler de l'anesthésie loco-régionale du membre inférieur et plus précisément du bloc du nerf obturateur et du pen block. Moi, pendant mon cursus, le nerf obturateur, je n'en avais pas beaucoup entendu parler, puis au fur et à mesure, un petit peu plus. Je pense qu'il y avait des intérêts cliniques de mes seniors et j'ai pu constater qu'il y avait un intérêt croissant au fur et à mesure, sans doute avec l'avènement de l'échographie en anesthésie loco-régionale. Donc le nerf obturateur, je ne vais pas être trop pompeux avec l'anatomie, juste pour avoir quelques idées claires et simples. Le nerf obturateur, c'est une branche terminale du plexus lombaire qui naît des rameaux ventraux des racines L2, L3, L4, tout comme le nerf fémoral. C'est la branche terminale du plexus lombaire la plus médiale et la plus postérieure. Il va prendre une direction caudale dans le bassin en situation extrapéritonéale et atteindre ce petit trou juste là, qui est le foramen obturateur, foramen qu'il va franchir en présence des vaisseaux obturateurs. Et une fois ce foramen franchi, il va se diviser en deux branches, la branche antérieure qui sera superficielle et la branche postérieure qui sera plus profonde. Alors, je vais beaucoup me répéter, enseigner c'est répéter, et c'est pour bien que ça rentre. Dans cette coupe, on voit ici le premier nerf là, qui apparaît au premier plan, c'est donc le nerf obturateur qui est déjà divisé. C'est la branche antérieure du nerf obturateur et qui va cheminer entre les muscles adducteurs. Ici, vous avez le muscle qui est coupé. C'est le muscle le plus superficiel adducteur, c'est le long adducteur. Il est coupé, il est relevé et la branche antérieure du nerf obturateur va cheminer derrière ce muscle. Le rapport postérieur de cette branche antérieure, c'est le muscle qui est ici en diagonale, c'est le muscle le court adducteur. Donc la branche antérieure va avoir une direction caudale vers le genou, dont on va reparler, et qui va donner des rameaux lors de cette direction caudale, pour innerver donc les 10 muscles, le long adducteur et le court adducteur. Plus distalement, il va donner les branches sensitives cutanées pour la face antéromédiale du genou. La branche postérieure, on ne la voit pas, tout simplement parce qu'elle est cachée. Elle est cachée derrière ce muscle, donc derrière le court adducteur. Le nerf postérieur, la branche postérieure a pour rapport devant donc, le court adducteur et plus profond, le grand adducteur. On va le revoir ça tout à l'heure. La branche postérieure va donner donc des rameaux pour le muscle grand adducteur et va donner des rameaux articulaires pour l'articulation du genou. Autre fait anatomique important, cette petite branche latérale là, qui part très proximalement de la branche antérieure, c'est une branche de l'obturateur qui va aller innerver l'articulation de la hanche. Une coupe anatomique aussi succincte pour bien comprendre. Là, on voit ici le gros paquet qui est le nerf fémoral, le nerf obturateur, la branche antérieure qui est plus fine, avec pour rapport antérieur le long adducteur et rapport postérieur le court adducteur. Derrière le court adducteur, il y a la branche postérieure. Autre muscle qui est important pour bien comprendre cette sonoanatomie, c'est le muscle où il y a indiqué pect, ce gros muscle qui est juste là. Latéralement, c'est le muscle pectiné qui sera important pour nos rapports tout à l'heure. Est-ce que ce bloc du nerf obturateur a des implications cliniques? Eh bien oui. On va le voir, le traitement des spasmes des adducteurs, qui sont des contractures réflexes lors de la résection endoscopique d'une tumeur de vessie sur la paroi latérale. Pour soulager nos patients qui présentent des douleurs et spasticités secondaires à un syndrome pyramidal. Et enfin, pour l'anesthésie et l'analgésie, pour la chirurgie du genou, je pense ce qu'on a dit en introduction. Alors, la littérature est assez bien fournie pour l'intérêt du bloc obturateur pour l'anesthésie de la chirurgie du genou, que ce soit pour la chirurgie arthroscopique ou la chirurgie ligamentaire du genou. Une étude plus récente de 2017, c'est une méta-analyse sur 170 essais cliniques randomisés sur la prise en charge analgésique post-prothèse totale de genou. Que ce soit au repos ou à la mobilisation,
on voit qu'on a une amélioration des scores de douleur dès le moment où on associe le bloc du nerf obturateur à un autre bloc. Vous voyez, il arrive à chaque fois en pole position sur les figures A et B en haut. Ce qui est important de voir sur cette méta-analyse, c'est que le bloc obturateur seul fait moins bien que l'association de blocs périnerveux. Donc il n'a vraiment un intérêt qu'en combinaison. Une autre étude randomisée de 2016 dans RAPM, 3 groupes de patients qui bénéficient d'une prothèse de genou, un groupe où on fait bloc du nerf obturateur et bloc du triangle fémoral, un deuxième groupe où on fait bloc du triangle fémoral seul, et un troisième groupe où on fait infiltration chirurgicale seule. On remarque que sur les EVA de repos, donc sur cette boîte à moustaches, que les EVA de repos sont équivalentes dans les 3 groupes, et que après chirurgie, en rose, donc qui représente le groupe association bloc du nerf obturateur et bloc du triangle fémoral, on a une amélioration des scores de VA, et c'est aussi constaté au repos comme à la mobilisation du genou du patient. Qu'en est-il du bloc du nerf obturateur dans l'arthroplastie de hanche? Eh bien, là, il y a une étude qui est assez récente de 2019, dans RAPM toujours, qui s'est intéressée à l'intérêt du bloc du nerf obturateur après une chirurgie de hanche, un essai randomisé, 31 patients dans chaque groupe, groupe bloc du nerf obturateur versus placebo. Les patients y bénéficiaient, eux, d'une rachianesthésie et donc avaient tous une prothèse totale de hanche. Bon, les résultats ne sont pas en faveur de l'intérêt du bloc du nerf obturateur pour soulager les patients. Il n'y a pas de différence significative sur les scores de VA au repos et à la mobilisation dans les 2 groupes. Je pense que là, on peut apporter quelques points de discussion. Premièrement, c'est une étude qui avait un faible collectif, un faible groupe de patients. Le bloc du nerf obturateur était quand même réalisé en fin d'intervention. Et on l'a vu tout à l'heure sur l'étude, la méta-analyse, le bloc du nerf obturateur a sans doute un intérêt en association. Là, il faisait un bloc du nerf obturateur seul. Donc on peut se poser quand même la question d'une littérature avec des collectifs un peu plus importants, où il pourrait associer aussi au bloc obturateur un autre bloc sensitif d'un autre nerf. On en reparlera tout à l'heure en parlant du PENG. Pour la chirurgie urologique, donc, le bloc du nerf obturateur a aussi un intérêt pour prévenir les contractures des muscles adducteurs. On l'a vu dans l'anatomie tout à l'heure. Le nerf obturateur est sur le bord médial du psoas, n'est pas loin de la vessie. Et lors de la résection endoscopique d'une tumeur de vessie, on peut avoir une contracture réflexe qui peut être extrêmement gênante. D'une part, chez le patient qui est sous rachianesthésie. Ça peut gêner aussi le chirurgien chez des patients qui sont souvent pas curarisés. Et troisième point, on peut avoir des complications sévères, telles que secondaires à cette contracture des muscles adducteurs, une perforation de la vessie, avec des complications, je vous laisse imaginer, extravasation de liquide chirurgical et saignement dans un contexte carcinologique. En pratique, il faut bien retenir ces 2 planches, une coupe scanographique et une coupe échographique. La coupe du haut, on voit ce qui est à gauche, c'est médial, ce qui est à droite, c'est latéral. On voit les 3 muscles adducteurs qui sont apposés l'un sur l'autre, de la superficie en profondeur. Là, vous trouvez un pense-bête pour essayer de le retenir. Le plus superficiel, c'est le long adducteur. Celui du milieu, c'est le court adducteur. Alors, il porte un peu mal son nom parce qu'il est assez épais. Et plus en profondeur, le grand adducteur. Latéralement se trouve le muscle pectiné, ce gros muscle. Et le nerf obturateur se divise et chaque branche va cheminer entre chaque muscle adducteur, la branche antérieure étant superficielle et la branche postérieure étant plus profonde, représentée par les ronds jaunes. Et la coupe échographique qui correspond. Il y a un petit piège en sonoanatomie. Vous voyez ce trait-là, alors que là, on a les 3 muscles adducteurs. Ce petit trait-là, ce n'est pas un fascia intermusculaire. Il faut vraiment essayer de mettre un peu de profondeur pour ne pas croire que les muscles adducteurs sont ceux-là, ceux-là et ceux-là. C'est vraiment petit 1, petit 2 et petit 3. Comment réaliser ce bloc du nerf obturateur? Là, il y a une revue de la littérature japonaise sur comment bien placer sa sonde. Là, on est sur la photo d'en haut à gauche sur le ligament inguinal. On a une sonde qui est vraiment sur le pli, qui est posée de manière perpendiculaire, transversale. Et l'image qui est obtenue est là, avec triangle creux, la branche antérieure, triangle plein, la branche postérieure. Je vous l'avais dit, on allait pas mal répéter.
Ce petit mouvement de bécage sur la deuxième photo, donc d'anisotropie et de translation un peu céphalique, donc vers le ventre du patient, permet de repérer le nerf obturateur non divisé dans son ensemble. Et dans ce cas-là, il est juste là. On le retrouve sous le muscle pectiné, ce qui permettra un abord sous-pectinéal du nerf obturateur. Autre voie d'abord, placer sa sonde en longitudinal, donc sur la photo d'en haut à gauche. Et là, on a le muscle pectiné dans sa longueur, sur cette photo-là, et avec le nerf obturateur qui est juste en dessous, en tronc commun. Sur la photo de droite, une position un peu plus gymnastique, périnéale, et on repère toujours le muscle pectiné avec le nerf obturateur qui n'est jamais bien loin. Faisons simple, il faut retenir peut-être, faut essayer de retenir, partir d'ici avec des idées simples. Le patient, on le place avec sa jambe en rotation externe, ce qui permet de dégager les adducteurs, et on place la sonde sur le ligament inguinal. Une sonde linéaire, une aiguille de 80, intérêt du Doppler, pour repérer les tout petits vaisseaux obturateurs qu'on ne peut pas voir si on écrase un peu trop sa sonde sur le muscle. Et voilà, retenez ces deux images, avec l'image de gauche où on voit le nerf obturateur divisé et où chaque branche chemine entre chaque muscle adducteur, et l'image de droite où on a le nerf obturateur dans son tronc commun en position sous-pectinéale. Une ponction sans doute plutôt in plane, mais après c'est à chacun de trouver sa bonne technique. Voilà l'espace de diffusion en pointillé. Et vous voyez en bas le bloc au niveau de la branche postérieure. On a de l'hypocogénécité juste là, qui témoigne de la diffusion anesthésique locale en lentille biconvexe et qui témoigne de la bonne position de notre aiguille entre les deux muscles et non pas en intramusculaire. On va passer à la deuxième partie du topo, le PENG, dont l'acronyme veut dire péricapsulaire nerve group. Ces auteurs, donc pour l'instant on en est vraiment dans la littérature au cas clinique rapporté. C'est pour la chirurgie de hanche, pour la fracture de l'extrémité supérieure du fémur. Et les cibles de ce bloc sont les branches articulaires sensitives du nerf obturateur et du nerf fémoral. Là, on rentre vraiment dans le cadre de la réhabilitation améliorée après chirurgie de la RAC pour essayer d'avoir de moins de blocs moteurs possible pour verticaliser le plus rapidement les patients. Comment ça se passe aujourd'hui, l'analgésie multimodale des patients qui bénéficient d'une prothèse totale de hanche? Nous, pour l'instant, c'est comme ça qu'on fait à l'Institut Montsouris, mais j'ai pu voir ça dans plusieurs établissements. C'est l'infiltration chirurgicale en fin d'intervention. Comment elle se fait? Elle se fait avec un volume de 50 ml d'anesthésique locale de longue durée sur 3 sites chirurgicaux, au niveau de l'acétabulum et de la capsule, en profondeur. L'acétabulum, c'est cette partie-là qui est juste verte. Deuxième site d'injection, ce sont les muscles rotateurs et plus latéralement, le tenseur du fascia lata. Et puis enfin, une infiltration sous-cutanée au niveau de la cicatrice. Et bien, cette infiltration qui est bien menée, elle permet une diminution des scores de douleur au repos et à la mobilisation, mais cela n'est pas retrouvé, cet effet n'est pas retrouvé au-delà de la 24e heure. Donc la problématique, c'est ce premier point, c'est l'hétérogénéité des pratiques des chirurgiens. Il n'y a pas un chirurgien qui infiltre comme son confrère. Et troisième point, c'est qu'on ne fait pas bénéficier aux patients en infiltrant post-opératoire de l'épargne morphinique, au contraire d'une anesthésie loco-régionale qui est faite lors de l'induction. Donc on va s'intéresser au PENG, qui lui sera fait avant l'incision chirurgicale. Donc je vous le disais, la cible, ce sont les branches articulaires sensitives des nerfs obturateurs et fémorales. Ce sont des cas cliniques rapportés. Les patients ont une fracture du fémur, perte trochanterienne ou sous-capitale. L'anesthésique locale qui est injectée, c'est un anesthésique local de longue durée. Et 20 ml sont injectés. Voici les résultats. Sur les scores de douleur à la mobilisation, on voit en bleu avant le PENG, en orange après le PENG. On voit une nette diminution sur ces cas rapportés des scores de VA. Et secondairement, on voit qu'il n'y a pas de perte de force musculaire, donc plutôt favorable dans le cadre de la RAC. Une coupe cadavérique qui nous permet de mieux comprendre, avec injection de bleu de méthylène. Premier constat, on voit entre 20 ml et 10 ml qu'il y a un effet volume. Quand on fait 20 ml, il y a un espace de diffusion qui est plus intéressant que quand on fait 10 ml. Second point, on voit que le nerf fémoral, ce gros paquet nerveux-là, il est indemne de toute coloration. Donc quand on fait le pen block, a priori,
On ne va pas aller infiltrer les branches motrices du nerf fémoral. Et troisième point sur ces coupes de radiographie dynamique, on voit que là où c'est coloré, là c'est 20 ml, là c'est 10, et on voit que les branches sensitives du fémoral en jaune et de l'obturateur sont imprégnées de l'anesthésique locale. Ça tombe bien, c'était l'objectif et la cible. Comment placer sa sonde? Sonde convexe de basse fréquence, on y reviendra après. Ponction in plane, latéralement. Les repères osseux qui sont recherchés en flèche bleue, c'est l'éminence iliopubienne et l'épine iliaque antéro-inférieure. Voici les coupes anatomiques. Donc, latérale à droite, médiale à gauche. On voit les deux repères osseux qu'il faut absolument visualiser, l'épine iliaque antéro-inférieure, l'éminence iliopubienne, les vaisseaux fémoraux qui sont juste là, le nerf fémoral latéral, et juste au niveau des flèches, c'est le trajet de l'aiguille qui va suivre la première petite piste de ski là, de l'épine iliaque antéro-inférieure, et qui va viser l'astérix, ce gros point hyper-échogène, qui ne représente pas un nerf, mais le tendon du muscle iliopsoas. L'idée, c'est de passer plutôt en dessous et d'infiltrer et d'espérer une diffusion de l'anesthésique locale la plus médiale possible, parce que si l'anesthésique locale reste ici, eh bien on va avoir les branches sensitives du fémoral et pas de l'obturateur. L'obturateur, je vous rappelle, il est médial, il est par ici, médial par rapport au muscle pectiné. Il est très important d'avoir ces deux repères osseux. Il nous est arrivé, nous, à Montsouris, on s'est un peu trompé, on n'a eu qu'un seul repère osseux, en fait c'était la tête fémorale, et on a fait une belle injection intra-articulaire. Voilà un schéma un peu plus caricatural, vous voyez l'aiguille qui passe sous le muscle iliopsoas, sous le tendon du psoas, et l'anesthésique locale qui diffuse en médial, et on est loin, en théorie, des vaisseaux et du nerf fémoral. Le chirurgien, quand il va inciser, il va utiliser plusieurs voies, la voie antérieure, la voie latérale, la voie postérieure. Là, j'ai illustré la voie antérieure et la voie latérale. Donc là c'est latéral et médial. Donc là, c'est une voie antérieure, voie latérale. Ici, on a sur la voie antérieure, le chirurgien va passer entre le muscle sartorius et le muscle tenseur du fascia lata. Et qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit qu'il y a un petit nerf filiforme là, qui passe, qui va innerver toute cette partie, qui est le nerf cutané latéral de cuisse. Donc dans ce type de chirurgie, ce petit nerf, on a quand même envie d'aller le bloquer aussi. De même, sur la voie latérale, il va passer en arrière du muscle tenseur du fascia lata, et on voit que le nerf cutané latéral de cuisse donne des petites branches dans cette zone. On a aussi envie d'aller le bloquer. C'est dans ce sens qu'a été rédigée cette lettre à éditeur pour les chirurgies de la hanche, et notamment en traumatologie, d'associer un bloc du nerf cutané latéral de cuisse au PENG block paraît pertinent. PENG block et luxation de prothèse de hanche, cas clinique rapporté chez des patients qui étaient à J2 post-opératoire d'une PTH, qui se sont luxés, certes chez des patients pas très obèses, donc assez échogènes, puisque le BMI était entre 20 et 30. Les patients avaient une EVA à 8 avant le PENG, diminution de l'EVA à 3, ce qui a permis 20 minutes après la réalisation du PENG block, la réduction manuelle de PTH. L'intérêt clinique il est majeur, puisque chez ces patients, on n'est jamais certain de la vacuité gastrique en contexte de traumatologie. Donc, réaliser un PENG block pour éviter une anesthésie générale, c'est toujours intéressant. Il y a aussi une lettre à éditeur pour relater les effets secondaires du PENG, sans parler des effets secondaires habituels de l'ALR. C'est une diminution de la force musculaire du quadriceps. Comment cela est arrivé? Tout simplement, sur le trajet de l'aiguille, je vous rappelle, en ponction en latéral, eh bien, si on fait l'hydrolocalisation, ce qui est une recommandation de bonne pratique, on peut faire au passage un bloc iliofacial et un bloc du nerf fémoral, soit par diffusion, soit sur le passage. C'est pourquoi il est plutôt recommandé, surtout quand on commence, de faire de l'hydrolocalisation au sérum fille. Et quand on est en bonne position, eh bien, de faire son infiltration avec son anesthésique locale. Donc vigilance. Quelle sonde utiliser? Plutôt la sonde basse fréquence nous permet d'avoir l'image A. On voit bien les repères osseux de l'épine iliaque antéro-inférieure et de l'éminence iliopubienne. Si vous n'avez pas de sonde abdominale, ça peut arriver, avec une sonde linéaire, il suffit juste de faire bien ses réglages et de bien optimiser son gain en profondeur. Vous voyez là avec une image linéaire, gain en profondeur bien réglé, on a bien nos deux condyles postérieurs. Et avec une sonde linéaire, avec un gain en profondeur mal réglé, l'image elle est moins belle. Quant à moi, je vais aller tester mon obturateur et mon fémoral. Et je vous remercie de votre attention.
avez des questions. Bonjour. Bonjour. J'ai un petit peu la pratique de ce bloc-là depuis quelques semaines, comme beaucoup de gens qui font de l'orthopédie. J'ai une question plutôt pratique, parce que tu as parlé du cutané latéral de cuisse et du peng block que tu associes, enfin qui pourrait être associé, je ne sais pas si tu le fais. Mais du coup, moi me pose le problème de quand je dois faire mon ALR, ben, tu dois voir en théorie le plus pratique c'est ta sonde convexe abdominale. Et pour ton cuté latéral, ben, avec la sonde abdominale, c'est pratiquement impossible. Donc, il faut changer de sonde. Et donc, question, quand on pique avec l'aiguille en latéral pour aller faire le peng, moi, j'ai quand même énormément peur de me taper le cutané latéral, ou du moins une de ses branches. Alors, j'ai tendance à... Ça me prend beaucoup de temps. Et du coup, j'ai tendance à faire le cutané latéral avec la sonde linéaire, bien repérer, être sûr, et seulement après faire mon peng. Et est-ce qu'il y a déjà eu des cas décrits de, on va dire, ponction par inadvertance du cutané latéral lors de la réalisation des peng blocks? Merci pour la question. Donc, premièrement, effectivement, il y a un jeu de sondes à faire, une sonde abdominale, une sonde linéaire. Donc, ça fait utiliser potentiellement 2 capotes stériles, c'est pas forcément facile. J'ai recherché justement les complications du peng. Je n'ai retrouvé que celles que j'ai décrites, c'est-à-dire un bloc par inadvertance iliofacial et un bloc fémoral par diffusion. Pour le cutané latéral de cuisse, il est quand même assez latéral. Il se retrouve vraiment latéralement entre le sartorius et le tenseur du fascia lata. Quand on fait le peng, moi j'ai l'impression quand même qu'on est plus médial et à distance du cutané latéral de cuisse. Donc je pense que effectivement, je n'y ai pas pensé, mais de commencer en latéral, de bien repérer le cutané latéral de cuisse, au passage de le faire et de se médialiser pour faire le peng block. Oui, juste un petit point. Je dirais que le cutané latéral de cuisse, il ne faut quand même pas lui donner plus d'importance que ça. Il n'a d'importance que pour la peau, on est bien d'accord. Ouais. Strictement pour l'incision. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes enjeux entre la puissance du peng et l'intérêt du cutané latéral de cuisse. C'est intéressant si on veut se comparer à l'infiltration chirurgicale, oui. Parce qu'eux, ils infiltrent en sous-cutané. Ce qui est vrai. Et si on veut comparer peng pour une à étude, l'infiltration chirurgicale, il faut rajouter le cutané latéral de cuisse pour être le plus comparatif possible. Oui. Je vous en prie, si vous avez des questions. Bonjour. J'ai une question sur le peng également. Du coup, théoriquement, en fait, ça marcherait. Enfin, on pourrait faire ce bloc pour tout type de chirurgie orthopédique de l'extrémité supérieure du fémur, type par exemple le clou gamma, PTH. Est-ce qu'en fait la qualité analgésique est égale pour toutes ces chirurgies? Alors, je vais donner 3 éléments de réponse. La première, c'est qu'il y a une discussion qui est extrêmement intéressante en ligne sur le site d'anesthésia.fr à ce sujet-là. D'ailleurs duquel je me suis un petit peu inspiré, quand même beaucoup. Et le deuxième point, c'est, je vais répondre d'un point de vue littérature, il n'y a rien de publié pour l'instant. Pour l'instant, on en est vraiment à des lettres éditeurs et cas cliniques rapportés. Après, il y a l'évidence-based medicine, ce que nous on fait au lit du patient. Et nous, on a l'impression, on a mensuré, on s'est accordé avec les chirurgiens, on a fait certains peng à des patients sans qu'il y ait d'infiltration chirurgicale. Notre première impression clinique, c'est quand même qu'elle est bonne. D'un point de vue anatomique, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Avec toute l'inflammation qui est faite au niveau de la capsule antérieure, lors d'une arthroplastie de hanche, je ne vois pas pourquoi le peng ne marcherait pas. La question, c'est est-ce que ça fait mieux, pareil ou moins bien que la filtration chirurgicale? Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Et par exemple, sur les clous gamma, les triples vissages du col et tout ça. On n'a pas tout à fait les mêmes... C'est pas tout à fait les mêmes territoires. Ça serait, ouais. Donc, non. On est plus distal sur le clou gamma, c'est vraiment plus le territoire du fémoral. Attends, le micro pour que tout le monde puisse écouter. Donc là, merci pour ce super topo. Tu as essentiellement parlé ici du contrôle analgésique sur la chirurgie traumatologique, par exemple de la hanche, par exemple, notamment avec le peng block. Est-ce qu'éventuellement tu penses qu'on pourrait généraliser ce genre de pratique analgésique sur la chirurgie programmée, notamment les prothèses totales de hanche? Il me semblait que j'avais entendu il n'y a pas longtemps, je crois, Sébastien Bloch en parler. Et il me semblait que le résultat était pas là, enfin, quelque chose comme ça. Le résultat n'était pas là.
Sur la prothèse totale de hanche, en programmé, j'entends. Oui, bien sûr. Alors, d'une, il n'y a pas de publication dans ce sens. Et nous, c'est vrai que là, on se rapproche des chirurgiens pour travailler à ce sujet-là, justement. Du coup, vous essayez de faire ça quand même sur les prothèses totales de hanche pour essayer de voir si ça... Parce que c'est vrai que théoriquement, on dirait que ça aurait vraiment un intérêt. C'est intéressant. Dernière question, je t'embête un petit peu. C'est notamment sur le rappel anatomique qu'on indique dans le PING. Effectivement, on endormait en tout cas une partie des branches sensitives du nerf obturateur. Est-ce que ça a un intérêt dans ce cas-là d'associer un PING avec un obturateur, on va dire du coup beaucoup plus haut que les planches anatomiques que tu nous as montrées, c'est-à-dire en transpectinéal, beaucoup plus haut sur la chirurgie de hanche? Donc ça ferait faire un bloc obturateur, plus les branches accessoires sensitives de l'obturateur, plus les branches sensitives accessoires du fémoral. C'est peut-être un petit peu redondant. Mais c'est mon avis. Redondant. Je pense qu'il y a d'autres experts dans la salle qui peuvent alimenter la discussion. Merci. Merci pour ton topo, c'était très clair. Je voudrais juste préciser cette association entre le PENG block et l'obturateur par voie sous-pectinale. Moi, ça me semble pas forcément complètement redondant. Il y a énormément de variations anatomiques sur toute cette nouvelle anatomie qu'on a redécouvert, sur donc ces branches du fémoral qui passent sur ce rameau supérieur du pubis, sur ce nerf obturateur pour lequel il y a parfois aussi un nerf obturateur accessoire qui passe au-dessus du bassin, au-dessus du rameau supérieur du pubis. Je pense que c'est deux blocs qui pourraient être intéressants à associer sur de la chirurgie de hanche, que ce soit fracturaire sur l'extrémité supérieure du fémur ou sur la chirurgie prothétique. Je pense qu'il y a énormément de variations anatomiques, et pour maximiser les chances d'avoir un effet analgésique satisfaisant, je pense que c'est deux blocs qui s'associent très bien. Nous, en tout cas, on l'a pas mal expérimenté chez nous. On a l'impression que ça fonctionne bien. Comme tu le dis, il n'y a pas d'études. Je suis complètement d'accord. Pour l'instant, on peut pas généraliser la pratique, mais ça semble intéressant. Bon, parfait. Écoutez, merci encore Abdel. Merci à tous. Pour ton topo qui était...